Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. La publication du calendrier électoral en République démocratique du Congo est effective. La centrale électorale a procédé à la publication du calendrier donc depuis les dimanches derniers. Le calendrier électoral assorti de pas mal de contraintes, dont notamment financières, politiques, sécuritaires et j'en passe. Autant de questions autour de cette publication. La majorité exprime son satisfait et annonce que le train même des élections sont déjà en marche. C'est ce qui explique la réunion convoquée récemment par le chef de l'État et de son bureau politique pour peaufiner donc des stratégies pouvant leur permettre de remporter au lendemain donc les élections qui s'annoncent déjà dans le prochain mois. Et bien, de l'autre côté, l'opposition politique, notamment le RASOP, rejette en bloc cette publication qui d'ailleurs appelle aussi à la démission de Nanga et de tout son bureau. Et pour en parler, nous allons essayer de bénéficier de notre son de cloche. Cette fois-ci, le son de cloche du front des centristes et de républicains chapeauté par M. Chéribin Okende. Et aussi, se sont montés au créneau pour essayer de fustiger la démarche de la centrale électorale et ils ont aussi proposé leur matrice pouvant permettre à notre pays de sortir de cette crise et d'organiser des élections apaisées et crédibles et dans la quiétude. Autant de questions qui suscitent aujourd'hui, s'il faut le dire ainsi, l'engouement aussi au niveau de la communauté internationale. Les États-Unis d'Amérique ont exprimé en quelque sorte en partie leur soutien à cette publication et ils tiennent aussi mort du kiss que les élections puissent se tenir d'ici donc l'année prochaine. Pour en parler sur ce plateau, nous avons le réel plaisir de recevoir M. Chéribin Okende. Il est le président du parti politique, donc le FCIR, mais du moins il est le coordonnateur du Front républicain des centristes. Du Front républicain des centristes. C'est avec lui qu'on va devoir faire le point. M. Chéribin Okende, et bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Justement, nous, d'entrée déjà, on aimerait bénéficier de votre appréciation par rapport à cette publication de la centrale électorale. Du calendrier, il faut noter que c'est un non-événement, ce n'est pas le calendrier que le peuple congolais attendait. Nous attendions un calendrier consensuel qui tienne compte des impératifs de nous amener aux élections dans le meilleur délai pour mettre fin à l'illégitimité des institutions qui étreint aujourd'hui la souveraineté du peuple congolais. Malheureusement, et cela franchement, nous pouvions aussi le prédire, ce n'est pas de cette CENI qu'il fallait attendre un calendrier cohérent, un calendrier qui insidieusement ne favorise pas la prolongation, la poursuite du glissement du président de la République sortant, Joseph Kabila, à la tête du pays. Donc, c'est un calendrier que nous fustigeons, c'est un calendrier que nous rejetons. C'est l'esprit de malice, c'est l'esprit de ruse pour continuer avec la stratégie de l'usure et de la diversion. Malheureusement, pour eux, après que Joseph Kabila ait déclaré du haut de la tribune des Nations Unies qu'il ne va jamais accepter de dictat, qu'il ne va jamais accepter des injonctions de l'extérieur, malheureusement pour eux, et c'est une honte pour la République, ils ont attendu que Mikéeli puisse venir ici et lui donner des ordres pour que la CENI se décarcasse et aller dans la précipitation présenter un calendrier du reste indigeste. Et vous constaterez qu'en lisant ce calendrier, ils font même référence à un accord du 31 décembre 2017. Il n'y a jamais eu d'accord du 31 décembre 2017. On pouvait penser à un lapsus calame si ça s'était venu une seule fois, mais sur toute la ligne, c'est l'accord global et inclusif du 31 décembre 2017. Ça prouve à suffisance que c'est quelque chose qui a été colmaté dans la précipitation. Puis encore, c'est une insulte à la souveraineté du peuple congolais. Au lieu de réserver la primeur de ce calendrier au peuple souverain de la République démocratique du Congo, Corneille Nangaa a accouru d'abord au Parlement européen et ensuite à Addis Abeba à l'Union africaine pour venir maintenant jeter sa mauviette devant les Congolais. Donc nous disons que c'était un non-événement. Ce calendrier-là, nous le rejetons parce que c'est un calendrier qui compliquera davantage l'équation de la mise à terme
du glissement, parce qu'au finish, il va créer encore d'autres problèmes qui vont justifier que Joseph Kabila s'éternise au pouvoir. Il y aura d'ici là de nouveaux majeurs. Il y aura d'ici là d'autres... enfin, il feigne même des contraintes financières, pendant que c'est un faux problème de contraintes financières. Au contraire, ça démontre la mauvaise foi des institutions, notamment l'institution gouvernement et institution président de la République, quant à la mise à la disposition de la CENI des moyens conséquents. Vous déclarez donc, vous considérez des non-événements, donc cette publication, mais de l'autre côté, on proclame haut et fort que le train des élections est déjà en marche. N'êtes-vous pas dans la distraction quelque part? Parce que d'un côté, on fustige même, on indexe l'opposition comme étant l'opposition congolaise est dans un manque, s'il faut le dire ainsi, du réalisme. Non, pas du tout. On n'est pas distrait et on est plus réaliste que ceux qui sont en train de comploter contre la souveraineté du peuple. D'ailleurs, qui veulent aller aux élections le plus rapidement possible. Nous avons fustigé les 504 jours de Corneille Nangaa. Nous fustigeons encore ce calendrier qui nous a ramené à 306 jours. Nous continuons à défendre la possibilité d'organiser des élections libres, transparentes et crédibles en déant 180 jours. C'est faisable. Donc, dans les 6 mois, s'il y a, on évacue les obstacles à la transparence que constitue notamment le bureau de cette CENI qui est sous la dictée de la majorité, on pourra facilement aller aux élections en déant 6 mois. Donc, nous ne sommes pas distraits, nous ne sommes pas irréalistes, non. D'ailleurs, la CENI a fui la concertation ou le cadre de concertation permanent pour qu'avec les partenaires au processus électoral, nous puissions ensemble discuter de la viabilité de ce calendrier. Ils ont esquivé cela. C'est-à-dire qu'il est sous la conduite de la majorité. Mais ce n'est pas une première pour l'opposition de pouvoir rejeter le calendrier électoral. C'est sa maintes reprises que l'opposition politique congolaise en a procédé ainsi. Ne craignez-vous pas aussi présentement tomber aussi dans le même piège que le passé? C'est pas question de piège. Nous ne pouvons pas non plus ingurgiter un calendrier indigeste. C'est cela le problème. C'était le même argument avancé à l'époque. Oui, mais pourquoi on n'a jamais détruit les arguments qui démontrent qu'il y a une manipulation, il y a l'instrumentalisation de la CENI? Je pense que l'honnêteté aurait voulu qu'on puisse adresser ensemble, discuter de problèmes de fond pour voir qui dit vrai et qui dit faux. D'ailleurs, ce n'est pas simplement le Front républicain des centristes. Vous avez suivi, les experts du MLC avaient avancé 200 jours, mais avec possibilité de compression pour qu'on arrive dans les 142 jours à produire des élections crédibles. Donc, nous disons ceci, ça serait irresponsable, tout en sachant que c'est un mauvais calendrier, et que nous disions, bon, pour faire plaisir à Joseph Kabila et à ses turiféraires, que nous prenions ce calendrier, c'est à la limite de l'irresponsabilité. Mais ça va lui permettre de trouver encore de prétextes pour... Quel prétexte, cher ami? Lorsque vous rejetez le calendrier. Puisque nous connaissons qu'aujourd'hui, le nœud de la crise, c'est Joseph Kabila. La raison de cette crise-là, c'est qu'il refuse de faciliter l'alternance au sommet de l'État. Moi, j'étais dans la majorité. Dès lors que j'ai vu que le président sortant commençait à s'incruster dans les atavismes de la dictature, comme dans la Deuxième République, j'ai pris en tant que républicain ma liberté de quitter. Alors, je ne peux pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Voilà pourquoi, parce que le complicateur, c'est Joseph Kabila, il a la capacité d'instrumentaliser et l'Assemblée nationale, et le Sénat, et la CENI, et le CENSA. Alors nous disons, ah non, tant qu'on ne va pas évacuer la cause de notre malaise politique, on ne va jamais avancer. Vous savez bien que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc, nous sommes parmi ceux qui plaident pour une transition sans Joseph Kabila. Et je vais vous le démontrer que cela sera conforme à l'ordre constitutionnel établi depuis le 18 février 2006. Alors, une transition sans Kabila, cette transition sera régie par quel texte? Par la Constitution. Parce qu'on sous-attend que le 31 décembre 2017, l'accord de la Saint-Sylvestre tombe. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Et voilà. Nous devons procéder de manière méthodique et systématique, avec comme souci pédagogique. Il faut que ceux qui nous suivent
puisse saisir la quintessence de ce que nous sommes en train de dire. Sinon, ça sera toujours le bavardage. Donc les gens viennent avec des demi-réflexions, des demi-schémas, et finalement le peuple rentre dans des ambiguïtés. Alors, éclairez-nous par rapport à cette question. Cette transition sera régie par quel mécanisme? Je vais procéder par la maïotique. Je sens que vous avez aussi besoin de maîtriser tous ces arcanes. À ce jour, du fait que le garant du respect de la Constitution n'a rien garanti en termes de respecter la Constitution, du fait que le garant du fonctionnement régulier des institutions, qui devrait le faire par son arbitrage, ne l'a pas fait. Donc, je parle ici du président de la République sortant, Joseph Kabila. Nous sommes tombés dans des travers qui violent l'esprit et la lettre de notre Constitution. Cela veut dire quoi? Les manœuvres qui sont déployées concourent à des tentatives de renversement de l'ordre constitutionnel. Or, en vertu de l'article 64 de la Constitution, toute tentative de renversement de l'ordre du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et contre l'État. Donc, à partir du moment où on rendra inopérationnel l'accord de la Saint-Sylvestre qui a voulu appuyer la légitimité des institutions hors mandat, parce que toutes les institutions à mandat électif aujourd'hui sont devenues illégitimes, donc tous ceux qui complotent dans ces ménagements-là tomberont sous le coup de l'infraction imprescriptible de renversement de l'ordre constitutionnel. Par conséquent, il est du devoir du peuple congolais de faire échec à tout régime ou à tout individu ou groupe d'individus qui exerce le pouvoir en violation de la Constitution. C'est totalement cohérent. Nous sommes dans le cadre de la Constitution. Et vous allez constater que dans l'accord de la Saint-Sylvestre, les précautions ont été prises pour ne pas violer l'esprit de la Constitution. Donc, nous restons encore légalistes dans notre cadre républicain. Qu'est-ce que cela va devenir maintenant? Puisque Joseph Kabila et tous ceux qui soutiennent son régime sont aujourd'hui en dehors du régime constitutionnel, et il faudra les mettre hors de cas de nuire. Et qui peut le faire? C'est le peuple congolais. Il est de notre devoir aujourd'hui de sensibiliser le peuple congolais pour qu'il puisse récupérer sa souveraineté. Et la transition sans Joseph Kabila préconise un état d'exception qui n'aura comme objectif primordial restaurer la vigueur de la Constitution du 18 février 2006 et remettre l'ordre républicain en ayant 6 mois et nous amener aux élections. Et l'architecture, elle est là, clairement pensable. Il faut qu'il y ait d'abord, dans cette période-là, une personnalité qui n'est pas habilitée ou qui n'est pas tentée de jongler pour se maintenir au pouvoir ou récupérer le pouvoir. Personnalité neutre. Même nous qui sommes opérateurs politiques, nous devons être dégagés de cette période pour que nous allions tous en armes égales aux élections. C'est ce qui compte le plus. Et finalement, vous aurez aussi constaté que depuis un certain temps, le régime s'est distingué dans la répression. Il n'y a plus de liberté d'expression, il n'y a plus de liberté de manifestation, il n'y a plus de démocratie en fait. Vous essayez, lorsque le peuple essaie de revendiquer sa souveraineté, on lui amène de chars et on lui cause la mort. Or, dans notre bloc de constitutionnalité, il y a aussi le principe de l'opposition à toute forme d'agression. Donc, nous sommes là dans la légalité. Maintenant, il faut sensibiliser également les forces de l'ordre et de sécurité pour dire que, comme ce régime ne respecte plus la Constitution vous protège en vertu de son article 28 pour que vous soyez déliés de toute obligation d'obéissance à un pouvoir ou à un ordre qui est manifestement illégal. Surtout que la violation manifeste des droits de l'homme constitue dans le chef du président de la République une infraction politique de haute trahison. Donc il faut que nous soyons cohérents. Nous évoluons, il faut que nous soyons cohérents. J'ajoute, pour chuter sur cet aspect, que notre pays venait d'être admis au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'est une opportunité que le peuple congolais devra exploiter
pour montrer que non, le pouvoir que nous avons a une violence brutale, une violence sauvage qui ne permet pas au peuple de pouvoir s'exprimer et aussitôt on lui amène la mort, on tue, on jette des opposants en prison du fait de réclamer uniquement la démocratie. Le cas de Franck Diongo, il est là, évident, devant nous. Oui. D'autres, lorsque vous ne voyez pas de la même manière que le pouvoir, on peut vous contraindre à l'exil pour que vous ne puissiez pas exercer vos droits et puis démasquer le régime dans le processus électoral. D'autres encore, lorsqu'ils doivent même faire leur déplacement à l'intérieur du pays, s'ils ne sont pas en intelligence avec le régime, on les empêche de pouvoir s'exprimer librement. Voilà le bulletin de santé que nous avons. Sans Kabila, jusque-là, le président en place n'a manifesté aucun signe pour partir d'ici le 31 décembre 2017. Donc on sous-attend qu'au-delà de cette date, le président de la République restera toujours en fonction. Et vous réclamez à ce que la population puisse prendre son destin en main. C'est une démarche frontale que vous avez optée. N'est-ce pas là une surenchère politique que vous voulez présenter? Non, c'est question de responsabilité, cher Philippe. Et il faut que, question de la République, nous puissions les aborder avec sérénité et meilleure perspicacité. Question de responsabilité, pourquoi? On parle de la surenchère politique. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi vous voudriez justifier quelqu'un qui amène la mort à un peuple qui réclame la démocratie? Nous sommes dans quel état? Dans une dictature. Et vous voulez que nous puissions ployer sous la dictature. C'est irresponsable. Il y a aussi le droit de résistance à l'oppression. Nous sommes devant un peuple qui est opprimé. Les libertés sont confisquées. Et notre bloc de constitutionnalité, protège ce droit de résistance à l'oppression. Il y a notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens. Il y a la Charte africaine de la démocratie et des droits de l'homme qui protège le peuple congolais. Et tout cela est reconnu dans notre Constitution. Qu'est-ce que nous voulons? Un État sauvage? Un État qui réprime les citoyens? Et pourquoi donc nous avions tant décrié le régime du maréchal Mobutu? Il ne faut pas aimer une chose et son contraire. Donc, le peuple congolais est en droit de changer ce régime, de décrier ce régime qui ne favorise pas l'expression démocratique. Sinon, nous continuerons toujours à vivre l'incurie et les effets pervers de dérives dictatoriales. À travers vos déclarations, vous ignorez ou vous rejetez en bloc l'existence même de la tripartite, puisque l'autre camp estime que l'accord est bel et bien de l'application, raison pour laquelle, au cas où les élections ne seraient pas organisées d'ici décembre 2017, il y a une disposition même de l'accord de la Saint-Sylvestre qui prévoit que la tripartite, donc la CENI, le CENSA et le gouvernement, devraient essayer un peu de définir certaines orientations au-delà de l'échéance. Je pose votre terme. J'ignore superbement cette fameuse tripartite. C'était un bal de choses. Aujourd'hui, vous pouvez croire en Joseph Olengakoy, mais qu'est-ce qu'il va faire là dans cette tripartite-là? Vous pouvez croire en Bruno Tshibala. Qu'est-ce qu'il va faire? Nous avions eu l'intelligence de dire à Bruno Tshibala de s'abstenir d'aller dans ce contexte-là à la primature, parce qu'il ne sera jamais un véritable Premier ministre, chef du gouvernement. Il ne sera que la caisse de résonance de la majorité. Vous savez comment Joseph Olengakoy a accédé dans un certain conseil de sages du rassemblement. Nous ne sommes pas du rassemblement, mais il faut que nous ayons une meilleure lucidité pour lire et ne pas tromper le peuple. Donc, il y a la transhumance politique, le vagabondage politique et le débauchage que utilise si superbement Joseph Kabila pour prendre des gens qui hier l'insultaient, le traitaient même de microbes. Mais parce qu'il sait qu'ils ne se sont pas vaccinés, il les a contaminés. Donc, la fameuse tripartite aura été un acte d'allégeance et de Bruno Tshibala et de Joseph Olengakoy à Joseph Kabila. La CENI, n'en parlons même pas, parce qu'au fait, Corneille Nangaa est la fabrication de la majorité. Alors, vous ne l'aurez pas d'illusion. Donc,
dans cette fameuse tripartite n'aura été qu'un bal de chauffe. Alors, une balle de chauffe, vous nous jetez dans une situation un peu nébuleuse, M. Okende, passez-moi l'expression, parce que d'un côté, vous rejetez en bloc que cet accord n'a jamais été d'application. Mais la SEMCO parle du parachèvement de l'accord, c'est ce que la SEMCO exige. Bon. Pour ça, le prince de l'Église vont devoir se prononcer dans moins de 2 semaines. Ne me prêtez pas des expressions que je n'ai pas utilisées. Et en plus, il est clairement établi que la mise en œuvre harmonieuse de l'accord de la Saint-Sylvestre a été contrariée par la majorité. Au lendemain de la signature de cet accord, vous avez vu des dérobades, des rebuffades de la majorité, signature sous réserve et j'en passe. Et c'est cela tout le problème. On n'a pas appliqué, selon l'esprit et la lettre, intégralement cet accord. Mais nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Donc s'il se fait que, quelque part, du fait de la majorité, on n'a pas pu appliquer correctement cet accord et qu'ils ont utilisé la transhumance politique, le débauchage politique pour avoir des gens qui se disent défendre le peuple, mais qui vont là plutôt défendre leur tube digestif, il ne faut pas nous le reprocher. Donc, il faut que nous ayons une meilleure lucidité pour défendre plus l'état de droit. Et en plus, vous faites heureuse référence aux évêques de la SEMCO. Savez-vous, monsieur, que le régime a fait tourner les évêques en dérision, pendant que c'est le président Joseph Kabila qui leur a demandé de donner leurs bons offices. On a tout fait pour humilier les évêques. Ayons un peu de considération, ce n'est pas acceptable cela. Et aujourd'hui, vous avez suivi les évêques qui avaient appelé le peuple congolais à se mettre debout. Ce n'est pas un vain mot. Nous devons prendre conscience de cela. Et si et seulement si, nous devons être un peuple digne. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous mettre debout. Nous devons crier contre toute imposture et toute forfaiture. Sinon, c'est l'avenir de nos enfants, c'est l'avenir de notre pays que nous aurons sacrifié sous l'autel de la complaisance politicienne par la transhumance politique. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président d'un parti politique, CIR en sigle, puis le coordonnateur du Front républicain du centriste. Mais de l'autre côté, nous voyons aussi naître un autre front, appelé aussi de centriste, chapeauté par M. Germain Kambinga. Quels sont le point de convergence entre les deux mouvements? Et bien, quels sont aussi les différents points les différentes lignes de démarcation entre les deux mouvements? Bon, je crois que très sincèrement, en tant que personne, j'ai de la considération pour Germain. Et je ne peux pas non plus, Monsieur Germain Kambinga, je ne peux pas non plus verser dans une polémique inutile. C'est à chacun de défendre sa vision. Et s'il était arrivé, il était advenu que nous voyons, que nous partageons la même approche, bon, c'est une dynamique qui pouvait faire en sorte qu'on puisse se rapprocher. Moi, je me réserve de critiquer l'approche ou l'idéologie des autres. J'ai l'obligation, devant les téléspectateurs, de décliner notre manière de voir le centrisme républicain. Le centrisme républicain ne veut pas dire l'opportunisme pour chercher le poste et le positionnement. Le centrisme républicain ne veut pas dire le positionnement géographique ou géométrique par rapport aux protagonistes de la majorité ou de l'opposition. Le centrisme républicain veut simplement dire que nous voulons nous évertuer à placer le peuple congolais et la République au centre des enjeux politiques. Pour éviter, pour contrarier tous ceux qui, parlant du peuple, ne voient que leur positionnement. On a vu des gens qui ont trompé le peuple pour dire que non, notre combat c'est en faveur du peuple. Aussitôt qu'ils ont accédé à des postes de responsabilité, ils ont superbement oublié ce peuple-là. Donc nous voulons inverser la chose et pour nous, pour le faire, il faut que nous sustentions, nous élevions le sens de la République. La République veut dire la chose de tous. Cela nous amène, en respectant les valeurs républicaines de la responsabilité, la solidarité et la redevabilité, j'en passe, ça va nous emmener plus à respecter absolument l'ordre républicain établi, notamment le respect absolu de la Constitution. Il va donc sans dire que quiconque se mettra à violer la Constitution
il va nous trouver idéologiquement en opposition par rapport à lui. Quiconque combattra ou se battra pour la promotion de l'état de droit et de la démocratie, tel que prescrit dans les principes fondamentaux de notre ordre constitutionnel, bon, nous ne serons pas énervés que de ne pas être en opposition avec. Donc, nous ne croyons pas, en tout cas, à une neutralité idéologique quand on fait la politique. C'est question de savoir d'abord cerner son idéologie et se comporter par rapport aux valeurs, aux principes qui charrient cette idéologie-là. Donc, pour nous, ça doit être clairement établi. Et dans le cas d'espèce, parce que nous reprochons au président sortant, Joseph Kabila et sa famille politique, des tentatives de pouvoir tripatouiller l'ordre républicain. Donc nous sommes d'une obédience opposée à cette famille politique. Bien que aujourd'hui apparemment le train de l'alternance est en marche. À cause de la perspicacité du peuple congolais, la majorité commence petit à petit à abandonner son schéma de tripatouiller la Constitution, amener les gens dans un référendum désarticulé, justement pour donner l'occasion à un individu de conserver le pouvoir, de confisquer le pouvoir ad vitam aeternam. Ce train-là de l'alternance commence à se mettre en marche et il faut tenir bon pour que nous allions jusqu'au bout et cela dans le meilleur délai. Justement, M. Chéribon Kende, l'avant-dernière question, les États-Unis d'Amérique, à travers Nikki Haley, ont exprimé insatisfaction. Eh bien, les États-Unis d'Amérique ont appelé à l'application même, au respect strict du calendrier publié par la CENI. N'est-ce pas ça? Comment on peut interpréter cette position américaine? Peut-on dire ici que l'opposition congolaise ne jouit pas, ne bénéficie plus de cette attention particulière de la part des États-Unis d'Amérique? Vous avez toujours eu certaines appréhensions, excusez-moi l'expression, saugrenues. Ici, c'est la réponse du berger à la bergère. Rappelez-vous que Joseph Kabila, du haut de la tribune des Nations Unies, parlant du processus électoral, a défié la communauté internationale tout entière en disant le processus électoral, nous n'accepterons aucun dictat, aucune injonction. Mais pendant que les gens lui demandent de respecter simplement la constitution du pays et de promouvoir l'état de droit et aller aux élections. Réponse du berger à la bergère, on l'a suivi jusque dans son pays pour lui donner le dictat, les ordres. Et vous avez vu comment la CENI, qui est sa caisse de résonance, s'est décarcassée pour produire de manière précipitée un calendrier. Ce n'est pas les gouvernements qui organisent les élections. Techniquement, c'est la CENI, c'est l'organe technique. C'est le gouvernement finance. Aujourd'hui, il y a une complicité interinstitutionnelle pour que le gouvernement, toujours sous les oripeaux ou sous le dictat de Joseph Kabila, puisse créer de prétextes. Et la CENI puisse aussi utiliser le même prétexte pour ne pas nous amener aux élections. Mais vous devez savoir qu'il y a une institution qui doit assurer par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. Cette institution s'appelle Président de la République. Donc, question de responsabilité. Si les institutions n'ont pas fonctionné de manière régulière, c'est une responsabilité, une défaillance de l'institution. Votre point de vue par rapport à la réunion de Kingakati, d'aucuns estiment que la majorité est prête pour affronter les élections, mais par contre l'opposition n'est pas prête. Je ne suis pas obligé de répondre à une question dans une réunion privée de la majorité. Ça serait politiquement indécent. Chacun peut se réunir de la même manière que la majorité s'est réunie, le Front républicain des centristes se réunit et toutes les autres formations politiques peuvent se réunir. C'est un non-événement. Affûter les armes veut dire se préparer aux élections. Nous nous préparons aussi à notre manière à des élections. Vous êtes aussi prêts pour affronter les élections? Si nous sommes prêts pour aller aux élections, depuis octobre 2015, quand nous avait promis les élections provinciales, nous avons déposé des dossiers en bonne et due forme et payé des cautions. C'est une escroquerie d'État qu'on ne nous explique même pas ce qu'on avait fait des cautions qu'on avait déposées. Il serait incomplet de clore complètement cette émission sans pour autant, M. Kende, vous demander de placer votre mot de clôture. Mon mot de clôture est que le peuple congolais doit se réapproprier la démocratie. Une démocratie octroyée n'existe pas. Il doit se réapproprier sa souveraineté parce qu'aujourd'hui, il y a la propension à lui confisquer la souveraineté. Il faut créer davantage la perspicacité politique
et populaire, donc du peuple, pour que ceux qui sont en train de tripatouiller le trésor public, puis dépouiller le trésor public, demain ne viennent pas pour acheter vos consciences, pour dire que non, nous vous amenons le t-shirt, nous vous amenons la bouteille de bière, nous vous amenons les pagnes, et votez pour nous. Ou vous êtes de mon coin, de ma tribu, de mon village, votez pour moi. Non. Ceux qui ont échoué en ne développant pas de véritables politiques sociales pour résorber le chômage, pour donner du travail aux jeunes, pour payer le fonctionnaire de l'État et non insulter le fonctionnaire de l'État avec 20 000 francs qu'on ne lui donne pas. Et tout cela, ce sont des réalités de notre société qu'il faut absolument contredire. Si nous voulons une véritable démocratie qui nous amène à la prospérité, nous devons aussi tenir compte de tous ces paramètres. À Joseph Kabila, nous pouvons lui recommander encore une fois de se pénétrer de la réalité selon laquelle il y a une vie après la présidence de la République. Les turiféraires qui sont en train aujourd'hui de l'encenser, de le tromper, voudraient faire de lui ce qu'ils ont fait du maréchal Mobutu. Il doit aussi se pénétrer de cette sagesse du roi Salomon pour qu'il quitte le pouvoir et qu'il facilite l'alternance au sommet de l'État. Ça va lui permettre de garder une certaine dignité. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais plutôt par l'indifférence de ceux qui devraient combattre ce mal. C'est par cette réflexion que nous bouclons complètement notre numéro du jour. Au revoir et à la prochaine.